tout le monde. Nous sommes à la 4e heure du Salon du Livre. Mon nom est Émile Laberge. Je vous invite, ceux qui sont dans le salon, à se joindre à nous, si vous pouvez, pour écouter cette conversation que nous aurons entre Benjamin Hoffman et Isabelle David. Benjamin Hoffman, aussi un auteur publié chez Gallimard, tout comme Catherine Cusset, que nous venons de quitter en Roumanie. Mais c'est un programme en présentiel parce que nous sommes à la fin de la pandémie et enfin, on peut être ensemble. Alors, merci d'être avec nous. Nous sommes en plein milieu du Festival de la francophonie. Comme vous le savez, la francophonie, c'est 300 millions de francophones dans 35 pays sur 5 continents. Je l'ai dit souvent ce mois-ci, mais je le répète toujours avec plaisir. Et c'est grâce à nos amis au Consulat général de France à Chicago, Axel et Nicolas, que nous pouvons accueillir Benjamin aujourd'hui, ainsi qu'un petit merci qui va vers le Sofitel, un de nos partenaires importants. Maintenant, je vous présente donc Nicolas Doué, attaché culturel adjoint au Consulat général de France à Chicago. Bonjour à tous. Écoutez, on est très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui parce que c'est vraiment une belle manière en fait, de partager l'actualité de la langue française et puis de célébrer cette francophonie, de penser à les centaines de millions de locuteurs français francophones dans le monde, donc bientôt 700 millions à l'horizon 2050. Et puis on est aussi très heureux d'être ici avec Axel aujourd'hui, parce qu'on a vraiment le meilleur de nos partenaires venus dans cette salle, avec l'Alliance française, bien sûr, avec qui on fait de la coopération linguistique. Et c'est toujours un grand plaisir de travailler avec Aimé et toutes ses équipes, donc merci Aimé. Aussi, avec nos partenaires de la coopération éducative, on a la présence d'Isabelle David, qui est la directrice de l'école franco-américaine de Chicago, qui est un établissement homologué par la UFE et qui propose un enseignement francophone dans une école publique américaine. Et j'ai aussi un grand plaisir d'être avec Benjamin Hoffman, qui est professeur de français à Ohio State University. Donc Isabelle va le présenter, mais je vais te dire pourquoi il est important pour nous. Parce qu'en fait, il dirige un centre d'excellence de l'ambassade de France qui nous permet vraiment de faire vivre le français, la culture française, la culture francophone aux États-Unis et donc de mener des opérations à destination du public américain. Et donc, c'est quelque chose de très précieux, donc on vous en remercie et donc nous sommes très heureux de vous écouter aujourd'hui. Je passe la parole à Isabelle, qui va nous présenter un peu plus en détail Benjamin et j'espère que l'on m'entend. le choix du livre. Voilà. Merci, bonjour Benjamin. Je suis effectivement ravie de vous rencontrer ici dans le cadre de l'Alliance française. Alors, vous êtes français, vous êtes originaire de Bordeaux, vous êtes né et vous avez grandi. Après les études de littérature et de philosophie à la Sorbonne et à l'École normale supérieure, vous êtes devenu lecteur de français à Amherst College dans le Massachusetts. C'est là que vous tombez amoureux des États-Unis et vous décidez en 2010 de venir vous y installer. Vous êtes docteur de l'université Yale et vous êtes professeur associé à l'université Ohio State où vous enseignez la littérature du XVIIIe siècle et la création littéraire. Comme Nicolas l'a évoqué juste maintenant, vous êtes aussi directeur du centre d'excellence de l'université Ohio State qui est là donc pour promouvoir la littérature et la culture française et francophone aux États-Unis. Mais c'est en qualité d'écrivain que nous vous recevons aujourd'hui. Vous avez publié 8 livres en France et aux États-Unis, parmi lesquels Père et Fils, chez Gallimard en 2011, American Pandemonium, Gallimard 2016, L'Amérique posthume, Classique Garnier 2019, Les paradoxes de la postérité également en 2019 aux éditions de Minuit, et L'île de la Sentinelle qui vient de paraître il y a juste quelques semaines, en février 2022 chez Gallimard. Alors, comme le titre de ce livre l'indique, votre roman porte sur l'île de la Sentinelle, qui est située dans l'océan Indien, dans la baie du Bengale. Elle est peuplée par une des dernières tribus indigènes, entièrement coupée du monde moderne. Et l'histoire donc se passe sur cette île et aussi entre deux amis, Marcus et Krish. Krish est d'origine indienne, Marcus, un jeune Américain fortuné et brillant. Ils se rencontrent lors de leurs études à Yale et partagent rapidement la même attirance, fascination pour cette île qui sera également qui est au cœur, le nœud de l'intrigue, on va dire, du roman. Alors, j'aimerais commencer par vous entendre, par votre voix,
après cette brève introduction et vous demander de lire un passage, celui-ci qui commence là. Commençons Jusqu'ici. Voilà. Avec plaisir, merci beaucoup. Commençons à la manière des anciens voyageurs, par des considérations d'ordre géographique. L'île de la Sentinelle du Nord, si après l'île de la Sentinelle tout court, car de sa petite sœur du Sud, peuplée seulement de crabes de cocotiers, il ne sera jamais question, mesure dans les 72 km², ce qui, pour vous donner un point de comparaison, est à peu près la superficie de la presqu'île de Manhattan. Sur cette dernière vivent 1,5 million d'habitants. Selon les estimations les plus généreuses, il n'y en aurait pas 200 sur la Sentinelle. Un touriste qui se rend pour la première fois à New York connaît déjà la ville. Les avenues rectilignes, les taxis d'un jaune vif, les échelles qui escaladent les murs. Il les a vues 1000 fois à l'écran. L'île de la Sentinelle est en revanche l'empire du jamais vu. C'est le dernier lieu dans toute l'immensité du monde qui n'a pas été exploré. Même l'omniscient Google Maps est incapable de vous en livrer les secrets. Alors que son petit bonhomme jaune, courageux parachutiste, est toujours prêt à partir en expédition aux 4 coins du globe pour vous prêter ses yeux, il refuse obstinément de sauter sur ce carré de jungle ourlé d'un lagon turquoise et d'abysses bleu marine. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction donc, par rapport à l'île de la Sentinelle. Pourquoi avez-vous pris la plume sur ce sujet? Pourquoi l'île de la Sentinelle? J'ai pris la plume sur l'île de la Sentinelle parce que ce qui m'a fasciné chez elle, c'est sa position à la fin de ce qu'on peut appeler l'âge des grandes découvertes. Au XVIe siècle commence l'entreprise occidentale de découverte du monde qui produit le recensement de plus en plus exhaustif de la planète. Petit à petit, la mention terra incognita disparaît des cartes. Petit à petit, le désir de voyager, d'une certaine manière, disparaît aussi, parce qu'à mesure qu'on découvre le monde, le désir de découvrir de nouveaux espaces se réduit également. Et ce qui arrive tout à la fin de ce très long processus d'arpentage, de découverte du monde, c'est finalement l'île de la Sentinelle. C'est le dernier espace à travers la planète qui conserve en vérité encore une très grande quantité de mystères. En effet, l'île de la Sentinelle, on sait très peu de choses au sujet de son organisation géographique, vraiment ce qui se trouve sur l'île elle-même. Juste une poignée d'anthropologues ont eu l'occasion de s'y rendre dans les dernières décennies. On en parlera peut-être, mais maintenant l'île de la Sentinelle est absolument interdite. Il y a vraiment un cordon de sécurité qui est maintenu en permanence par la marine indienne pour empêcher les incursions étrangères. Et bien entendu, ce qui la rend fascinante, c'est son peuple, ce peuple des Sentinelles, dont rien ou presque n'est connu. Les Sentinelles, on sait juste une poignée de choses à leur sujet. On sait essentiellement ce qu'on ignore à leur sujet. On ignore leur langue, on ignore vraiment à peu près tout de leurs croyances religieuses. On sait juste une chose avec certitude, les Sentinelles ne veulent pas notre présence. Ils le font savoir d'une manière tout à fait éloquente et très claire en repoussant la venue de tous les étrangers. Donc c'est ce qui m'a fasciné dans cette île, c'est sa dimension de dernier territoire de l'aventure humaine, quand le reste du monde a été, comme je vous le disais, arpenté, parcouru, connu, identifié. Comme je le disais dans ce petit passage, peut être observé par l'intermédiaire de Google Maps, par l'intermédiaire de tous les moyens techniques dont nous disposons. Il reste ce fragment, mais justement, il ne reste à notre époque plus que ce fragment. Et c'est ça qui, à mon sens, rend cet espace fascinant. Et alors, vous avez dû, j'imagine, faire beaucoup de recherches sur cette île. Comment avez-vous procédé pour apprendre tout ce qu'on découvre en lisant votre livre? Alors, dans la généreuse introduction de mon ami et collègue Nicolas Doué, il était question de ma formation comme universitaire. Je dirais que c'est cette formation que j'ai utilisée pour me renseigner, pour apprendre sur l'île de la Sentinelle. J'ai pris cette île et son peuple comme un objet intellectuel qu'on peut étudier quand on est universitaire spécialiste dans les humanités. Et en vérité, même si j'ai dit à l'instant que très peu de choses sont connues au sujet des Sentinelles, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en vérité, il y a vraiment eu des spécialistes qui se sont intéressés à eux d'assez près, notamment des ouvrages anthropologiques qui ont été écrits à partir des années 1990, car pour une brève période, le gouvernement indien a autorisé des missions de contact
consistant à envoyer des missions régulières sur l'île de la Sentinelle afin d'essayer d'établir un contact avec ces derniers, de même qu'un contact a été établi avec des tribus de l'île de l'archipel des Andamans, qui s'appellent les Hongais et les Jarawa. Donc, je me suis intéressé à cette île par l'intermédiaire de ces ouvrages anthropologiques sérieux, notamment les ouvrages de Sri Kolinath Pandit et de Pandya, qui a écrit sur ce dernier. Mais ce qui m'a aussi intéressé, c'est la représentation dans le monde, je dirais, dans les médias, dans une représentation peut-être plus populaire également, où on les représente en les caricaturant, en les stéréotypant aussi, en les présentant ce qu'ils ne sont pas, par exemple, comme un peuple caricatural. Donc j'ai essayé de m'emparer de tous les documents qui existent sur ces derniers, et bien entendu de m'inspirer davantage des travaux que je qualifiais de sérieux, d'anthropologiques, afin de dépasser cette vision caricaturale des sentinelles comme peuple, entre guillemets, soi-disant barbares, sauvages, cannibales, etc. Et alors, est-ce que vous vous êtes rendu vous-même dans les Andamans, puisque vous parlez effectivement des autres peuplades, les Hongais, les Jaravas, est-ce que vous êtes rendu à un moment ou à un autre dans la rédaction de ce livre? Non, absolument. Je n'ai pas eu l'occasion ni vraiment le besoin de m'y rendre. Je dirais qu'il y a une très, très grande facilité finalement à s'imprégner d'images, de couleurs, presque de sensations au sujet de ces espaces, notamment par l'intermédiaire de toutes les photos qu'on peut rencontrer sur Internet. Mais aussi ce qui m'a, d'une certaine manière, permis de ne pas éprouver le besoin, la nécessité d'aller sur cette île. C'est un documentaire absolument magnifique qui m'a beaucoup influencé, que je mentionne à la fin du roman, qui s'appelle « Nous sommes humanité », un très très beau documentaire d'un journaliste qui s'appelle Alexandre Derain, qui a eu l'occasion de se rendre dans les Andamans et de se rendre dans la réserve des Jarawa, qui est une tribu à laquelle normalement on n'a pas accès, une tribu qui est vraiment protégée, la réserve est interdite, et en contournant l'interdiction, Alexandre Derain est arrivé à rencontrer les Jarawa, arrivé à donner la parole à ces derniers. Et c'est, d'une certaine manière, ça m'a donné énormément d'images et de contenu que j'ai pu réinvestir dans le livre. Et de toute façon, l'île de la Sentinelle elle-même, on peut de toute façon pas s'en approcher. C'est tout à fait interdit, c'est tout à fait illégal, et on en parlera sans doute, mais aller chez eux, c'est en réalité les mettre en danger, puisqu'on est porteur de microbes qui pourraient facilement les mettre en danger et détruire cette population qui comprend à peu près, on ne sait pas justement combien de personnes exactement, quelques dizaines, peut-être 200 personnes au maximum. Alors, vous faites aussi allusion dans votre livre, et ce serait bien qu'on en parle peut-être tout au début, et le public a peut-être lu ou vu des choses sur cet événement tragique qui a eu lieu en 2018 avec ce jeune Américain évangéliste John Shaw, oui, qui a essayé effectivement d'enfreindre l'interdiction et d'aller au-delà de celle-ci pour rencontrer et porter la bonne parole et rencontrer les sentinelles. Et ça s'est très mal fini. Donc, vous en parlez dans votre livre. Oui, absolument. Il y a une section du livre. Si vous voulez, le livre est construit de telle sorte qu'il y a une alternance dans les deux premières parties du livre. Il y en a 3 au total. Alternance entre les chapitres qui sont consacrés à l'histoire de Cléché Marcus dont vous parliez, mais également les chapitres qui sont consacrés à ces rencontres épisodiques entre l'Occident et les sentinelles. Et effectivement, l'un des chapitres les plus développés du livre est consacré à John Allen Shaw dont vous parliez, ce missionnaire qui, très jeune, à l'âge de 17 ans seulement, au retour d'un voyage au Mexique où il avait participé à la construction d'une école dans une mission évangélique, s'est mis en tête d'aller sur l'île de la Sentinelle pour apporter la bonne parole à ces derniers. C'est vraiment devenu le but même de son existence. Il a construit l'intégralité de son existence autour de cet objectif. Étudiant dans une université évangélique d'Oklahoma, se formant à la médecine en urgence, se formant aussi à des techniques pour prendre contact avec des peuples qui n'ont précisément jamais été contactés, jusqu'au moment où, après avoir fait plusieurs voyages de repérage, il s'est rendu en 2018 sur l'archipel des Andamans avec l'objectif de, effectivement, aller sur l'île de la Sentinelle. Objectif qu'il est arrivé à remplir, puisqu'il s'est bel et bien rendu sur cette île, et il a fait un premier séjour sur l'île très bref, où les locaux, les sentinelles lui ont fait signe très clairement qu'il n'était pas bienvenu. Il a retourné une deuxième fois où il a failli se faire tuer,
Et la troisième fois, il est retourné, il s'est effectivement fait tuer par les sentinelles. Donc c'est un événement dont il était question dans le livre. C'est aussi une histoire qui a une importance assez forte dans la jeunesse du roman lui-même, puisque pour différentes raisons, après avoir plus ou moins renoncé à vouloir écrire ce texte, disons que l'histoire tragique de John Allen Shaw a relancé mon intérêt pour toute cette histoire, pour ce peuple, et était vraiment l'événement un petit peu déterminant qui a enclenché la jeunesse du texte, qui a commencé juste en janvier 2019, et j'ai fini le livre à peu près en 2021. D'accord, mais avant même 2019, le projet était là, d'écrire sur la sentinelle, vous ne saviez pas comment le faire, et c'est cette tragédie dont vous avez eu vent qui a fait que vous êtes revenu à ce livre? Oui, c'est tout à fait juste. J'ai tendance à beaucoup échouer quand j'écris mes livres. C'est jamais un processus qui, pour moi, l'écriture elle-même est une aventure. Mes livres ont tendance à parler d'aventure. Il est question vraiment de. Moi, le livre de la Sentinelle est un roman d'aventure, mais l'écriture du livre même est une aventure. Et une aventure, très souvent, ça échoue. Ça a des moments d'arrêt, ça a des moments un peu catastrophiques, un peu quand on est perdu dans la jungle ou quelque chose comme ça. Et après avoir fait plusieurs tentatives pour écrire ce roman, je n'ai jamais trouvé vraiment la bonne approche pour le faire. Il s'est trouvé que cette histoire, à mon sens assez fascinante de John Allen Shaw, a, comme je le disais, revivifié mon intérêt pour cette histoire, mais m'a aussi montré qu'il pouvait exister vraiment dans le monde à notre époque des gens qui éprouveraient également cette fascination pour l'île de la Sentinelle au point de vouloir y aller eux-mêmes, au point de vouloir même se mettre eux-mêmes en danger pour fouler la grève de cette île interdite. Alors, vous avez, dans ce que vous disiez tout à l'heure, et c'était justement un point sur lequel je voulais commencer la discussion, vous avez parlé de cet emboîtement, effectivement très intéressant dans la narration, parce qu'en fait, il y a deux histoires, et comme vous le disiez, sur les deux premières parties, d'un chapitre à l'autre, on passe de l'histoire, on va dire, de l'île, depuis 60 000 ans, vous commencez très loin, jusqu'à nos jours, et on passe aussi à l'autre chapitre ensuite sur la partie fictionnelle de votre roman, cette histoire entre ces deux jeunes hommes, Krish et Marcus, et sur leur relation ambiguë d'amour-haine, de rivalité, d'amitié, etc. Et aussi sur un mystère qui sera résolu à la fin du livre, mais qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Pourquoi avez-vous choisi ce modèle d'emboîtement? Vous disiez que est-ce lié justement quand vous êtes revenu avec cette histoire de John Shaw et vous avez regardé ce que vous aviez écrit? Est-ce que c'est là que vous avez fait ce choix d'alternance? À l'origine, mon intention était davantage de fonctionner avec une espèce de récit emboîté. C'est-à-dire que dans la première jeunesse du roman, j'avais pensé à écrire une première partie qui serait la partie purement fictionnelle d'abord, et ensuite inclure au cœur du roman un long passage qui consisterait à raconter de manière chronologique tous ces moments de contact entre l'Occident et l'île de la Sentinelle. Et d'une certaine manière, je me suis rendu compte assez rapidement que ça ferait exploser la structure de mon roman, que notamment, il y avait beaucoup de choses à dire en fait, sur ces moments de contact entre l'Occident et l'île de la Sentinelle, et que l'interruption de la partie purement fictionnelle narrative serait beaucoup trop longue. Et à ce moment-là, alors que j'étais en train d'affronter ce problème narratif, d'organisation du récit lui-même, c'est vrai que j'ai lu un texte qui m'a beaucoup influencé d'un de mes romanciers préférés qui s'appelle Haruki Murakami. Et Haruki Murakami, vraiment un auteur fondamental, à mon avis, le plus grand romancier de notre époque, auteur japonais, a une œuvre immense qui comprend notamment ce texte, qui s'appelle La fin du monde. Et dans La fin du monde, qui est d'ailleurs le roman préféré de Murakami lui-même, de tous ceux qu'il a écrits, il y a justement un phénomène d'alternance entre deux histoires, une qui est davantage ancrée dans la réalité référentielle de Tokyo, et une histoire qui est beaucoup plus dans la tradition du réalisme magique nippon, dont Murakami est l'un des exemples parfaits, qui alterne donc avec cette histoire plus réaliste. Et donc c'est ce phénomène d'alternance que j'ai découvert au moment de la lecture du texte qui coïncidait avec le moment de l'écriture de cette reprise de la jeunesse de mon propre roman, qui m'a donné justement l'idée d'adopter quelque chose de similaire, d'adopter cette alternance entre les deux parties du récit, la partie peut-être davantage fictionnelle et la partie davantage, je dirais, documentaire dont vous avez parlé. Alors le roman, en fait, celui que nous lisons est le roman de Krish, le personnage et le narrateur. On apprend au fil du roman, au fil des pages,
qu'il se met à écrire ce roman quand il est âgé, quand il est malade et au seuil de la mort. Et on apprend aussi qu'il y a plusieurs narrations qui tournent autour du processus d'écriture, puisque lui-même écrit une thèse quand il rencontre Marcus. Marcus écrit une thèse également sur Joseph Conrad. Marcus écrit un livre sur les sentinelles, puisqu'il est fasciné par les sentinelles, et donc riche à la fin. Donc voilà, il y a ce principe d'emboîtement aussi au niveau des narrations et du processus d'écriture que vous avez mis en œuvre. Et où était ma question? Je ne sais plus, je suis moi-même perdue dans les boîtes. Mais pourquoi ce principe de miroir, je dirais? Parce que même au niveau de l'écriture elle-même, l'écriture est toujours là. Est-ce que l'écriture est là pour nous ancrer quelque part dans le présent? Est-ce qu'elle est là pour justement nous permettre de vaincre l'évanescence, la finitude? Quel est ce rapport? Parce qu'il y a beaucoup de miroirs au niveau de l'écriture aussi. Oui, c'est vrai, vous avez raison de remarquer qu'il y a une réflexion aussi sur l'écriture du roman. Je dirais que tout écrivain maintenant à notre époque écrit forcément après Proust. Je pense qu'il y a forcément cette idée qu'on est tous la postérité de Proust et de cet immense roman qui réfléchit sur l'acte même de l'écriture. Donc je dirais que d'une certaine manière, cette dimension peut-être un petit peu postmoderne du roman qui réfléchit à son écriture elle-même, qui m'a intéressé et qui m'a intéressé dans le texte au point effectivement d'avoir un personnage qui écrit un roman qui s'appelle L'île de la Sentinelle. Et c'est un roman raté, puisque justement un des écrivains, un des personnages dans le texte, le personnage de Marcus, est un écrivain raté, un écrivain qui essaye de produire une œuvre, mais qui, par dilettantisme, par faiblesse d'une certaine manière, n'y parvient jamais réellement. Je dirais qu'il y a cette angoisse de ma part de réfléchir sur l'acte même de l'écriture du roman dans le roman, essayer de dépasser le spectre de l'échec du roman lui-même, qui peut effectivement se produire, en espérant que l'île de la Sentinelle qui est ici arrive à transcender l'échec de l'île de la Sentinelle fictive dont il est question dans les pages du roman lui-même. Alors, vous allez lire un autre passage du roman. Avant de se faire, vous avez dans ces trois parties, elles sont toujours ouvertes par une citation, qui est une citation de Joseph Conrad. Et donc, on disait, Marcus, c'est l'écrivain raté qui essaie d'écrire un livre sur l'île de la Sentinelle. Il écrit aussi sa thèse, puisqu'il est étudiant en littérature à Yale, sur Joseph Conrad. Et c'est l'auteur que vous choisissez pour, à chaque fois, retirer quelques citations. Alors, pourquoi choisir Conrad? Et est-ce que c'est pour son contact avec les populations lointaines ou parce qu'il évoque les profondeurs ou les ambiguïtés de l'âme humaine? Les deux. À vrai dire, la raison précise pour laquelle j'ai inclus à ce point-là l'œuvre de Conrad est liée à un article vraiment absolument magnifique, un article vraiment central sur le thème que j'explore dans le roman, un article du journaliste qui s'appelle James Goodhart et qui s'appelle The Last Island of the Savages. Et c'est un très, très bel article où un journaliste américain raconte sa propre tentative au début des années 2000 pour essayer de se rendre sur l'île de la Sentinelle. Et lui-même a vraiment essayé de s'y rendre, éprouvant cette fascination qui est le cœur de mon propre roman. Et dans ce texte-là de Goodhart, il se place lui-même sous l'égide de Joseph Conrad. Et d'une certaine manière, c'est ça qui a cette citation de Conrad par cet article qui a eu beaucoup d'influence sur mon propre processus d'écriture, qui m'a amené à relire l'œuvre de Conrad, bien sûr au cœur des ténèbres, mais aussi Lord Jim, qui est à mon sens le grand roman de Conrad. Et en lisant Conrad, on se rend compte qu'effectivement, il y a cette réflexion sur cette humanité qui est en train de disparaître, cette humanité des marges, cette humanité qui est hors de l'Occident, qui est menacée par l'Occident et qui risque d'être détruite par ce dernier. Il y a cette dimension qui est à la fois profondément moderne chez Conrad, qui déjà au début du XXe siècle anticipe toute la destruction de la colonisation. C'est un des grands auteurs occidentaux qui a critiqué de manière très explicite, très féroce la colonisation et son impact sur les populations qui en étaient victimes. Un auteur aussi qui anticipe tous les mouvements de mondialisation qui n'ont fait que se confirmer par la suite au cours du XXe siècle. Mais c'est aussi un écrivain qui est profondément archaïque par d'autres points de vue,
qui est préoccupé par des notions qui n'ont plus de valeur dans l'Occident actuel. Par exemple, la fidélité, la promesse, le respect de la parole donnée et la manière dont un individu peut décider de vouloir disparaître plutôt parce qu'il n'a pas justement réussi à tenir sa propre parole. Donc effectivement, tous ces thèmes sont devenus importants dans le roman en raison de la résonance entre les thèmes dans les questions de l'île de la Sentinelle et cette œuvre magnifique qui est celle de Joseph Conrad. Merci. Alors, je vais vous demander de lire maintenant page 25. Ça commence à Marcus et ça se termine à Sincère. Merci. Marcus me demande sur quoi porte ma thèse. Je lui parle de cette tribu qui vit très loin, au large des côtes de l'Inde, dans la baie du Bengale, sur une île qui s'appelle la Petite Andaman. Eux, ce sont les Hongais. C'est l'un des peuples les plus fragiles de la Terre. Ils sont une centaine à peine, et presque la moitié des couples sont stériles. En 2008, lorsque 8 Hongais sont morts d'un empoisonnement accidentel, c'est la tribu entière qui a manqué s'éteindre. De tout cela, je pourrais parler durant des heures, mais je lui dis juste ce qui m'intéresse spécifiquement chez eux, leurs convictions religieuses. Les Hongais croient dans l'existence des esprits, dans la présence réelle de créatures invisibles. Ils font partie des 3 derniers peuples autochtones à vivre sur les Andamans. Il y a aussi les Jarawa et puis les Sentinelles, qui habitent seuls sur leur île et dont personne ne sait rien, ou presque. Marcus a l'air intrigué. Il veut en savoir plus, s'étonne qu'au XXIe siècle, il existe encore des peuples sans contact avec le reste de la Terre. Il m'écoute un moment, puis déclare, enthousiaste, que les Sentinelles auraient sûrement fasciné son auteur préféré, Joseph Conrad. Je me demande si sa curiosité est aussi vive chaque fois qu'il apprend quelque chose, ou si cette tribu suscite chez lui un intérêt sincère. Merci. Alors, dans ce passage, on cite Conrad, et il y a un autre auteur qui me vient à l'esprit, dans le livre ensuite entier, mais par rapport justement à ces tribus, ces 3 tribus dont vous parlez ici, c'est l'œuvre de Claude Lévi-Strauss. Et on pense bien sûr à Triste Tropique. Donc, j'aurais aimé savoir l'influence qu'a eu peut-être ce livre aussi sur votre démarche d'écriture et peut-être le travail en général de Lévi-Strauss. Oui, une influence réelle. En effet, j'ai relu Triste Tropique à l'occasion de l'écriture de ce roman. Ce qui est magnifique chez Lévi-Strauss, c'est le talent littéraire authentique de ce très grand anthropologue. C'est non seulement un intellectuel absolument majeur, un des grands intellectuels du XXe siècle, mais c'est aussi un authentique écrivain. Les pages consacrées par Lévi-Strauss au Nambiquara, à son expérience du désir, du Brésil, sont absolument splendides. Et justement, ce qui est très réussi dans l'œuvre de Lévi-Strauss, en particulier dans Triste Tropique, bien sûr, c'est cette dualité entre récit de soi et œuvre anthropologique. Et d'une certaine manière, ça recoupe la dualité dont il est question dans mon livre, puisque le personnage principal, qui est le personnage de Krish, qui est un personnage d'origine indienne, est lui-même anthropologue. Donc il y a effectivement, vous avez tout à fait raison, une forte influence de Lévi-Strauss sur mon texte, et notamment sur une section assez longue dans le roman où le personnage de Krish se rend dans la tribu des Jarawa. Et dans cette tribu, réfléchit en particulier aux croyances religieuses de ce peuple. J'ai essayé d'une certaine manière, autant que possible, de retrouver cette alternance lévi-straussienne entre récit et observation anthropologique sur ce peuple et sur ses croyances religieuses en particulier. Alors, les 2 amis, nous disions, se rencontrent à Yale lorsqu'ils font des études d'anthropologie ou de littérature. Ils sont rapidement liés ensemble par leur appartenance à la fraternité de St. Andrew. Vous décrivez donc ce monde des fraternités américaines avec ses codes, avec ses rituels. On apprend aussi, lorsque Krish est titularisé et qu'il cherche un poste en université, vous nous menez à travers ce parcours d'obstacles, je dirais, qui est le parcours ici pour avoir un poste universitaire. Krish aussi est un émigré qui a fait des États-Unis son pays d'adoption. Alors, tout ceci, il y a beaucoup de matériaux autobiographiques, semble-t-il. Ça résonne avec la biographie que j'ai faite tout à l'heure de vous. Il semblerait qu'il y ait quand même beaucoup de choses autobiographiques.
C'est juste, hein, c'est effectivement une remarque qui est légitime. Un écrivain parle bien évidemment, hein, des choses qu'il a lui-même connues. Et le travail de l'écrivain, c'est de reconnaître ce qui, dans sa propre expérience biographique, a une dimension potentiellement romanesque. Et je dirais que ce qui m'a intéressé, c'est de traiter de sujets. J'ai eu l'occasion d'avoir une expérience personnelle directe qui n'avait pas forcément beaucoup d'existence dans la littérature française actuelle. Effectivement, les États-Unis, et pas forcément les États-Unis qu'on connaît. Hein, je parle finalement de cette petite ville de New Haven sur la côte Est. Je parle ensuite du Midwest. Quand le roman français s'empare des États-Unis, il ne s'empare pas de manière privilégiée, par exemple, du Midwest. Donc j'ai essayé de m'emparer dans ce qui était au cœur de ma propre expérience biographique, de ce qui pouvait avoir un intérêt plus général, justement parce que c'était peut-être sous-représenté dans la production littéraire actuelle française, en effet. Et alors, vous nous parlez des années Trump, vous nous parlez je disais, du monde universitaire. Votre personnage, narrateur, est émigré, comme vous l'êtes. Est-ce que ce regard distancé que vous avez en tant qu'émigré aux États-Unis vous a aidé à faire ceci? Oui, c'est vrai que c'est effectivement l'île de la Sentinelle, c'est aussi un roman sur l'exil et sur la difficulté qui est celle que sans doute beaucoup d'entre vous ici connaissent, de se faire une place dans un pays qui n'est pas le sien à l'origine. Mais ce n'est pas n'importe quel exilé, Krish, puisque à ma différence, c'est un exilé venant d'un pays plus pauvre. C'est un Indien qui appartient donc à une minorité dans son propre regard et dans le regard d'autrui. Donc ça m'intéressait effectivement d'explorer cette difficulté inhérente à trouver sa place dans un pays qui n'est pas le sien et qui ne prévoit pas nécessairement de vous faire une place lorsque vous n'appartenez pas à la bonne catégorie sociale ou ethnique. Et on sent d'ailleurs dans le livre à maintes reprises que Krish semble souffrir du syndrome de l'imposteur parce qu'il n'est effectivement ni au niveau économique ni au niveau social, il n'est comme ses camarades de Yale. Oui, effectivement, le personnage lui-même vient d'un milieu social tout à fait humble, commence à faire ses études à Columbia et ensuite fait sa thèse en anthropologie donc à l'université de Yale, et surtout un petit peu par la force des choses dans un milieu social, économique qui n'a absolument rien à voir avec celui de sa propre origine. Et justement, c'est cette confrontation entre ces deux mondes qui m'a intéressé, puisque l'autre personnage principal du roman, le personnage de Marcus, lui, appartient au contraire à l'élite américaine dans ce qu'elle a de plus classique. Son père est d'origine suédoise, sa mère est américaine. Il vient d'une famille excessivement fortunée qui est installée à New York. Et c'est ce contact entre les deux mondes qui se retrouvent à dialoguer l'un avec l'autre d'une manière, pour des raisons un petit peu hasardeuses, d'études qui arrivent à faire conjoindre leur passage, leur destinée, qui les met effectivement ensemble. Alors, je vais lire une citation qui est tirée du Voyage en Orient de Lamartine, qui disait « Je n'ai presque jamais rencontré un lieu et une chose dont la première vue ne fut pour moi comme un souvenir. Avons-nous vécu 2 fois ou 1000 fois? Avons-nous dans notre imagination la puissance de pressentir et de voir avant que nous ne voyions réellement? Questions insolubles. » Vous semblez avoir parfaitement illustré cette citation dans l'île de la Sentinelle. Pouvez-vous nous expliquer en quoi? C'est un beau passage que je ne connaissais pas, mais effectivement, je comprends pourquoi vous l'avez lu à ce moment-là. Effectivement, l'un des thèmes du roman, c'est le thème du déjà-vu. C'est un des thèmes qui vraiment traverse le texte. L'intuition que j'ai dans le roman, qui n'est pas une intuition que je qualifierais de rationnelle, que je ne peux pas démontrer par des arguments rationnels, par des preuves, j'essaie de le mettre dans le roman. Mais justement, le roman, c'est aussi ça. C'est aussi un espace où justement on peut se permettre d'explorer une pensée qui n'est pas forcément la pensée du logos, la pensée rationnelle, argumentée, celle qu'on mettrait en œuvre dans une œuvre, par exemple, universitaire. Et dans ce roman, il est question effectivement du thème du déjà-vu comme expérience de familiarité soudaine avec une expérience
qui est peut-être le signe d'une connaissance anticipée de ce qui va nous arriver à l'avenir. Peut-être, c'est l'intuition que j'essaie de développer dans le roman, peut-être qu'on a tous une connaissance intuitive de ce qui va arriver à des moments fondamentaux de notre vie, en particulier les ruptures qui vont la traverser. Et l'île de la Sentinelle explore cette intuition, à savoir qu'on a parfois des moments de familiarité qui surgissent et qui nous permettent d'anticiper le destin qu'on est en train, sans s'en rendre compte, de suivre et qui nous achemine petit à petit vers les grandes ruptures existentielles avec lesquelles on ne pourra pas couper. Effectivement, c'est un des thèmes centraux du roman. Ah oui, parce que Marcus souffre de façon pathologique, le personnage, de ses déjà-vus, donc cette impression de souvenir dans le présent. Je me posais la question, est-ce qu'il y avait aussi une volonté pour vous de montrer, avec ce déjà-vu, ce jamais-vu, la complexité de montrer la complexité du rapport entre le passé et le présent, à savoir que le présent, un peu comme Bergson, le présent, il n'existe que le présent maintenant, immédiat, et en fait, il n'y a pas de passé ni véritablement futur. Est-ce que vous avez souhaité également essayer d'aller dans cette direction? Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là que j'ai peut-être davantage exploré d'une manière intuitive que d'une manière purement rationnelle. Mais effectivement, il y a certains passages du roman qui illustrent cette conception du temps, comme s'il y avait des stages de temps qui étaient toutes simultanées les unes avec les autres, et que le temps en fait ne s'arrêtait jamais vraiment, qu'il n'y avait jamais véritablement de passé, il y a juste une simultanéité de tous les événements. Notamment au moment où les personnages arrivent sur l'île de la Sentinelle, il y a un passage très bref où il est question justement de la coprésence de plusieurs temporalités. La temporalité d'une catastrophe qui s'est produite dans les années 80, la temporalité d'un passé beaucoup plus ancien qui remonte aux premières interactions entre les Occidentaux et le peuple de l'île, et celui du moment présent où les personnages arrivent sur l'île. Vous voyez, d'une certaine manière, ces thèmes-là, il y a les thèmes qu'un écrivain injecte dans le livre d'une manière volontaire, consciente, rationnelle, et il y a ceux qui traversent son livre, mais qui relèvent davantage de son inconscient, de quelque chose qui est développé presque à l'insu du romancier lui-même. C'est pour ça que très souvent, les critiques sont plus intelligents que les romanciers. C'est pour ça que Proust lui-même disait dans Contre Sainte-Beuve, chaque jour, je me rends compte à quel point l'intelligence a moins d'importance. D'une certaine manière, l'art du roman, c'est aussi l'exploration de cette autre forme de rationalité qui n'est pas une rationalité consciente, mais qui est celle qui consiste à mettre ensemble des thèmes qui échappent au romancier lui-même et qu'il appartient finalement à autrui de reconstruire, de connecter, d'interpréter. Mais pour ça, je suis finalement très mal placé pour faire ce travail de reconstruction, et c'est plutôt aux exégètes, aux commentateurs, aux lecteurs, tout simplement, de faire sens de ce qui est mis dans le texte d'une manière beaucoup plus spontanée et, comme je dirais, finalement inconsciente de la part de l'auteur lui-même. Alors, pour rester encore un tout petit peu sur le déjà vu, le jamais vu, vous semblez faire dire ou croire à vos personnages que tout est écrit déjà, que nos actions futures sont toutes déjà déterminées. Est-ce que c'est vos points de vue? Et n'est-ce pas un peu pessimiste aussi? Alors, disons que c'est une question, c'est finalement peut-être l'une des plus grandes questions philosophiques, c'est est-ce qu'il y a de la destinée ou est-ce qu'il y a de la liberté? Dans un de mes précédents romans, que j'ai écrit quand j'étais vraiment jeune homme, qui s'appelait Ania Ivanovna, c'était déjà cette question-là qui me préoccupait. C'est est-ce que finalement, on a un destin? Est-ce qu'il y a vraiment des événements auxquels on ne peut pas couper, avec lesquels on ne peut pas couper? Ou est-ce qu'il n'y a finalement que du hasard, de ce que j'appelais dans le livre des atomes qui se rencontrent, selon la physique épicurienne, qui se rencontrent avec une déviation infinitésimale qui n'a pas de cause et qui provoque du chaos, du hasard. D'une certaine manière, c'est une grande question qu'on se pose tous, je crois, et j'y reviens effectivement dans l'île de la Sentinelle. Ma conviction personnelle, celle qui oriente le récit du livre, c'est qu'on peut établir une forme de dialectique entre destinée et hasard et liberté. Ma conviction personnelle, c'est qu'il y a en vérité des événements auxquels on ne coupera ni vous ni moi, qui sont absolument écrits, qui sont absolument impossibles à éviter.
Tout ce qui existe pour nous, c'est juste du hasard, de la liberté dans les interstices entre ces grandes ruptures qui vont intervenir dans notre vie. Il y a une présence dans le roman assez peut-être subtile, mais je dirais latente, sous-jacente du bouddhisme. Et selon le bouddhisme, il y a quelque chose qu'on appelle le karma, hein, quelque chose qui prédétermine dans notre existence, effectivement, des moments de paiement, des moments de souffrance, des moments de catastrophes individuelles qui vont se produire et qui sont la conséquence d'une très ancienne causalité qui ne remonte même pas à notre existence actuelle, mais aux existences passées. Et étant bouddhiste moi-même, c'est cette conception-là, finalement, que je retiens. Et c'est l'impermanence, le principe de l'impermanence bouddhiste? Oui, effectivement, le concept de l'impermanence bouddhiste fait partie de cette réflexion-là. De toute façon, dans le bouddhisme, tout est absolument connecté, hein. C'est un système excessivement rationnel et imbriqué. Et effectivement, oui. Alors, on m'a fait signe avec 5, donc je vais essayer d'aller aux questions absolument cruciales puisqu'il nous reste juste quelques minutes. Vous avez dans ce livre aussi, il y a un thème important qui revient, c'est la filiation, la transmission. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure dans votre biographie, vous avez eu un livre qui s'appelle Père et Fils, mais là, je le vois au travers de la relation de Marcus et Joachim, son père, oui, au travers aussi du désir de paternité très fort de Krish. Alors, quelle est l'importance de la filiation dans le roman? Doit-on y voir une analogie avec l'île aussi? L'analogie avec l'île, je ne sais pas. Dans le sens de la transmission, plutôt, là, peut-être. Je sais, pas particulièrement pour la transmission, mais je suis d'accord avec vous, le thème de la filiation est important dans le livre, puisque finalement, on a ces deux personnages en miroir, Krish et Marcus, qui ont un rapport absolument distinct à la filiation. Krish est quelqu'un qui a perdu ses parents dans un attentat terroriste qui s'est réellement produit en Inde, et c'est un être sans famille, hein, qui a juste une épouse, et qui n'a plus finalement aucune connexion avec son pays natal, puisque tout le monde dans son pays natal a disparu, notamment durant cet attentat terroriste qui s'est produit en 2008. Tandis que le personnage de Marcus est quant à lui un personnage qui a trop de filiation, qui a trop de famille, et qui d'une certaine manière est écrasé par le modèle d'un père extraordinairement brillant, successful, qui a réussi à créer une véritable fortune ex nihilo, lui-même émigré suédois, qui arrive à créer une fortune dans le monde de l'art. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de travailler en miroir, vous parliez du thème du miroir qui est évidemment important dans le texte, entre ce personnage sans famille et ce personnage qui, au contraire, essaye de s'inventer lui-même en dépit de sa famille, puisqu'il essaye finalement de créer ses propres modalités de succès et d'obtention de prestige et de réussite, en dehors de leur vie paternelle. Mais ce que raconte le roman, sans entrer trop dans les détails, c'est la manière dont son destin individuel finalement s'écrit en relation avec son père, dont il n'arrive pas à échapper, hein, auquel il n'arrive pas à échapper, puisqu'il finit par travailler pour lui et par devenir ce que son père avait voulu qu'il devienne. Alors, je vais vous lire une citation qui est à la fin du livre sur les sentinelles, où vous dites « Les sentinelles tenaient le flambeau, vous comprenez, de tout ce qui est envoûtant, mais vous échappe, de tout ce qui laisse entrevoir des merveilles, mais ne se réalise jamais. Pour nous tous, il fallait qu'ils survivent, car ils gardaient intact et fragile quelque chose de la beauté du monde, et comme la promesse qu'un jour nous fussions pardonnés. » Alors, en lisant ce passage, moi, je ne peux m'empêcher de penser à Yourcenar, en mémoire d'Adrien, quand Adrien dit « Je me sentais responsable de la beauté du monde ». Alors, selon vous, sommes-nous responsables de la beauté, de cette beauté, et avons-nous le devoir de préserver le mystère de l'île de la Sentinelle? Oui, absolument. C'est véritablement... C'est aussi le roman, c'est aussi un roman sur le désir. C'est-à-dire c'est aussi un roman sur la capacité de destruction qui est inhérente au désir. De désirer quelque chose, lorsque le désir est obtenu, son objet est également détruit. On peut avoir très envie d'aller, par exemple, sur l'île de la Sentinelle, pénétrer ce mystère, mais pénétrer ce mystère, c'est finalement faire disparaître les raisons pour lesquelles on était attiré par cet espace lui-même. Le mystère disparaît, on connaît les sentinelles et on risque de les mettre en danger et de les anéantir. Je pense qu'effectivement, le roman nous invite à
sanctuariser ces derniers espaces qui nous échappent, qu'on ne contrôle pas, sur lesquels on n'a pas de main mise, sur lesquels, comme disait Descartes, on n'est pas devenu comme maître et possesseur. Effectivement, parce que, comme je dis à un moment dans le roman, on risque d'être tout seul avec nous-mêmes, et c'est finalement très triste. Tandis que finalement, les sentinelles, qu'est-ce qu'ils maintiennent? Ils maintiennent quelque chose de l'ordre de la beauté du monde, sa diversité, son inconnu, que nous sommes en train, dans l'Occident, de détruire d'une manière aussi systématique que possible. Donc, effectivement, sanctuariser cet espace me paraît indispensable. Alors, pour terminer, j'aimerais vous entendre au début comme à la fin, et c'est justement cette idée, cette très belle idée de sanctuarisation que vous donnez. Et il y a ce passage à la fin où Krish se pose des questions sur véritablement ce qu'il était venu chercher. Et c'est la page 330 ici. Merci. Et ça se termine. Très bien. Et pour la première fois, il me vient le soupçon d'avoir fait erreur lorsque je me suis représenté les sentinelles comme une figure de la différence. Il est vrai que je me suis toujours défendu de voir en eux des primitifs ou des guerriers de l'âge de pierre, car ces mots empruntés au langage des autres me semblaient témoigner d'un préjugé raciste. Mais je ne les ai pas moins conçus comme une certaine incarnation de l'altérité et un visage de l'exotisme. Or, cet enfant, c'est moi et c'est nous tous. C'est notre humanité commune. C'est la voix qui dit « maman » et « je t'aime » dans 1000 langues différentes, mais ne dit pas autre chose. C'est la même aspiration au bonheur et la même volonté d'échapper à la souffrance, la même soif de dignité et le même besoin d'amour. Et c'est nous tous, exactement nous-mêmes, ici et maintenant, pas comme les projections d'une époque révolue, des réminiscences d'un temps proverbial qui nous tendrait un prétendu reflet de nos origines, mais notre condition actuelle, dans sa fragilité et sa beauté surprenante. Et je me demande en regardant cet enfant, à distance toujours, car je ne veux ni la pleurer, ni risquer de lui transmettre les microbes dont je suis forcément porteur, pourquoi j'ai été fasciné par son peuple? Pourquoi j'ai éprouvé le désir de venir ici? Quelles rêveries superposées à cet océan de feuillage nous ont conduits, Marcus et moi, dans pareille solitude? Alors que ce bébé, j'aurais pu lui rendre son sourire à Columbus et New Haven, à New York et Bombay, dans tous les lieux où j'ai vécu et tous ceux où je pouvais me rendre encore, dans le reflet de ma glace également, puisque ce petit, c'était moi et c'était vous aussi. Merci, c'est un très très beau passage. Il y en a beaucoup. Et là, je ne pourrais pas tous les citer. Vous dites des choses très très belles aussi sur le voyage. On n'a pas eu le temps de parler du voyage. Vous mettez que le voyage est la perte de soi par morceaux successifs, bien plus qu'un apprentissage émerveillé de la beauté du monde. Une phrase qui revient souvent, la beauté du monde. C'est un très beau roman. J'engage tout le monde à le lire. Vous pouvez l'acheter ici à la sortie. Je vais laisser le public peut-être poser des questions. Si nous avons... Vraiment, je voudrais applaudir. Ce dernier passage est vraiment très très bon. Merci pour l'entrevue. Un peu plus qu'on pensait, on s'excuse, mais il y a la vente de livres qui est presque on fait des signes. Ok. Ah, c'est vrai? Là, ça va mieux. Merci. Donc, un très beau passage. Merci Benjamin. Merci Isabelle, comme d'habitude, pour nous avoir amené tant de profondeur à ton interview, ton entrevue en français. Donc, oui, les livres sont en vente et Benjamin se prêtera à la séance de signature habituelle. Mais avant, nous avons peut-être un petit 5 minutes pour vos questions si vous en avez. D'accord? Non, ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Ah ben Nicolas n'est jamais timide. Non, si je peux trouver une question, en fait, je me demandais, est-ce qu'on pourrait imaginer une suite en fait à cet ouvrage ou pas? Non. Pourquoi? Parce que en fait, le roman finit avec un épilogue qui raconte, qui est projeté dans un avenir assez lointain, même par rapport à maintenant, je dirais dans à peu près 20 ans, et qui imagine le moment où en fait les sentinelles auront disparu. C'est la réflexion assez pessimiste que je tiens sur le roman, que je tiens à la fin du roman, et qui imagine ce moment malheureusement assez probable où les microbes, les maladies, les hasards auront pu provoquer la disparition de l'île de la Sentinelle. Donc l'île de la Sentinelle, d'une certaine manière, à la fin du livre, est muséifiée, devient un espace de remémoration du peuple de la Sentinelle et des peuples des Andamans en général. Et la possibilité d'une suite n'existe pas puisque le personnage lui-même va disparaître. Donc le roman est véritablement clos.
En revanche, il y aura une traduction qui va bientôt sortir en anglais. On y travaille. Vous y travaillez. Ouais. Et on espère qu'elle sera dans plusieurs langues et pas seulement l'anglais. Mais oui, j'ai cru comprendre que l'anglais sortirait. C'est prévu pour quand? Disons que le livre vient juste d'être traduit. Pour le moment, on a un contact sérieux avec un éditeur, avec mon traducteur et ami Alan Singerman, qui sera le traducteur en anglais. Mais rien n'a été encore concrétisé, mais je ne manquerai pas de vous le dire le moment venu, si jamais nous sommes assez heureux pour que le livre soit effectivement traduit. J'espère. Merci beaucoup. Hein. Merci Benjamin. Merci Benjamin. Alors nous allons continuer la conversation avec Benjamin en tête-à-tête avec ceux qui veulent faire signer leur livre. On a fait une petite table. Malheureusement, je n'ai pas un stylo. Vous me dites si vous avez un bon truc pour signer. Malheureusement. Je vais vous en trouver un. Pas de problème, aucun problème. Alors on vous remercie encore et on continue sur la séance de signature. Avec plaisir.